Le représentant de la Fédération de Russie. Merci, Madame la Présidente. Nous remercions la vice-secrétaire générale Amina Mohamed ainsi que la représentante spéciale Hélène Lalim pour leurs exposés. Et nous sommes reconnaissants aux journalistes américains, notamment à iLiberté, Kim Isv, pour son éclairage très intéressant et très candide sur la situation dans le pays. Nous estimons qu'il est très utile d'inviter au Conseil de sécurité des experts qui peuvent nous donner des informations complémentaires qui nous permettent d'examiner les questions à l'ordre du jour du Conseil de sécurité sous différents angles. Nous saluons également la présence parmi nous aujourd'hui du ministre des Affaires étrangères d'Haïti, mais également de la République dominicaine. Aujourd'hui, l'on a entendu beaucoup d'informations sur la situation qui prévaut en Haïti et nous n'allons pas les répéter. La gravité de la crise politique, économique et humanitaire qui sévit dans le pays est évidente aux yeux de tous. Il est également clair qu'il n'existe pas de formule toute faite pour régler la situation et remettre le pays sur la voie du développement durable. Des solutions précipitées pourraient apaiser mais pas guérir les peines du peuple haïtien tant meurtri. Preuve en est le déblocage du terminal pétrolier que l'on a présenté quasiment comme la solution à tous les problèmes. Mais comme on le voit, cela n'a pas amélioré l'accès de la population aux biens de première nécessité et aux services comme on l'attendait depuis si longtemps. Nous et une grande partie des Haïtiens doutons que le déploiement éventuel d'une force militaire internationale pourrait modifier profondément la situation. Afin d'adopter des mesures efficaces, il est important de bien comprendre toutes les raisons de la situation actuelle qui prévaut en Haïti. La crise chronique de l'État, l'effondrement socio-économique, le délitement des institutions et du droit dans cet État insulaire sont principalement le fruit d'une manipulation politique étrangère pendant des années. La responsabilité historique à cet égard n'est endossée pas seulement par Washington, qui s'est émissé à plusieurs reprises dans les affaires intérieures de ce pays, mais également, notamment par le biais de la force militaire, mais également Paris, car c'est la France coloniale qui, pendant plus de 100 ans après la libération d'Haïti, a reçu des paiements pour l'indépendance au moyen de chantage et d'ultimatums militaires. Et c'est d'ailleurs le seul cas dans l'histoire où des anciens esclaves libérés ont dû être forcés de payer leurs oppresseurs. Des sommes colossales, équivalentes à des milliards de dollars d'aujourd'hui, sont tombées dans les poches de banquiers français ou de propriétaires de plantations au lieu de contribuer au développement de ce jeune pays pauvre. Aujourd'hui, les anciennes métropoles ont changé de méthode, mais n'ont pas modifié leurs approches coloniales. L'ingérence dans les affaires intérieures de l'Haïti se fait en imposant des décisions ou en plaçant des personnalités politiques en dehors du cadre juridique de l'État. Et dès lors, il n'y a pas d'autorité légitime, c'est-à-dire constituée dans le cadre d'une constitution nationale. Et l'implication constante de la communauté internationale dans les affaires d'Haïti a engendré chez les élites un sentiment de dépendance et que tout est permis. Sentiment que l'avenir ne dépend pas d'élections, mais plutôt du bon vouloir de protecteurs ou de parrains extérieurs. À cet égard, le principal objectif de la communauté internationale est de contribuer à l'amorce d'un dialogue politique pan-national afin d'élaborer les règles du jeu pour former des autorités légitimes. Les forces politiques haïtiennes, au pouvoir mais également dans l'opposition, doivent faire montre d'une attitude constructive afin de faire le ménage dans leur maison. Nous sommes étonnés de ne pas entendre des États-Unis ce message politique pourtant si évident adressé aux élites au pouvoir en Haïti. Les États-Unis s'empressent de qualifier d'anticonstitutionnelles les autorités de certains pays d'Amérique latine alors qu'ils protègent jalousement les régimes qui leur sont loyaux dans d'autres pays. En effet, n'existe-t-il pas dans la région une charte démocratique interaméricaine en date de 2001 qui énonce des critères clairs
définissant une rupture du processus constitutionnel et prévoyant les types de réactions internationales dans ces cas-là. Où est la réaction, conformément à cette charte, par rapport à la légitimité très douteuse des autorités en Haïti. Nous savons comment agit Washington lorsqu'il souhaite soumettre un nouveau pays par des sanctions unilatérales contre les personnalités politiques qui ne lui sont pas avantageuses et qui devraient ainsi nettoyer l'arène politique pour la rendre plus avantageuse aux États-Unis. Et le Canada agit également de la sorte. Nous savons notamment que sur la liste des sanctions du Canada, il y a au moins 2 anciens premiers ministres d'Haïti qui souhaitent remettre en cause cette décision. Nous mettons en garde contre le fait de présenter ces mesures comme une réaction de l'ensemble de la communauté internationale dans le cadre d'un régime de sanctions du Conseil de sécurité. Nous avons mis en place cette résolution du Conseil afin d'éviter les mesures unilatérales, d'élaborer des solutions communes, des décisions communes et de permettre la participation d'experts pour évaluer le bien fondé d'éventuelles mesures restrictives. Les informations que nous a présentées aujourd'hui Kim Hayes doivent nous amener à aborder de façon encore plus prudente, plus minutieuse l'instrument des sanctions. Sinon, nous risquons d'imposer des sanctions non pas contre des bandits, mais contre des personnalités de l'opposition qui pourraient participer au dialogue national, mais qui, pour une raison ou l'autre, sont indésirables pour les États-Unis et leurs satellites. Je tiens à le souligner une fois de plus, les mesures unilatérales des États-Unis et du Canada ne reflètent pas la volonté de la communauté internationale et ne doivent pas être perçues comme étant à l'origine du nouveau comité de sanctions sur Haïti. Nous comptons sur un travail productif du comité 2653 et du Gabon à sa tête, ainsi que des experts qui ont été sélectionnés et qui sont des professionnels de haut vol. Nous attirons l'attention sur le fait que la résolution prévoit d'étudier les sources et les itinéraires de la contrebande d'armes, notamment avec l'aide de l'ONUDC. Enfin, il est essentiel non seulement de déceler, mais également de tarir l'aide financière et matérielle aux bandes armées, notamment par le biais du trafic d'armes et de stupéfiants qui garantissent la survie des criminels et constituent la principale raison d'absence de l'ordre. Quant à nous, nous sommes prêts, en tant que membres permanents du Conseil de sécurité, à continuer de veiller à ce que les Haïtiens jouissent non seulement de l'ordre et du droit, mais également d'un processus politique libre, démocratique, d'un développement économique durable et de la prospérité. Et cela est important pas seulement pour Haïti, mais également pour la République dominicaine en tant que voisin direct d'Haïti. Et la situation en Haïti est extrêmement importante pour la République dominicaine et j'en veux pour preuve la présence du ministre des Affaires étrangères de ce pays à la présente séance. Et c'est important également pour l'ensemble de la région. Merci. Je remercie la Fédération de Russie de sa déclaration.